va passer à Au l'affaire livre? Madame, au livre Avec que tu as plaisir. lu, Oui, que alors, nous n'avons pas encore lu, qui est sorti le 22 mars. Attends, on va remontrer alors, la couverture. oui, Vas-y. tu montres la couverture ou pas? Je vais montrer la couverture, voilà, ici. Sinon, elle est là. Ah oui, voilà. Ah oui, oui, oui. Voilà. Donc, l'affaire Madame, le jour où la première dame est devenue un homme, anatomie d'une fake news, par Emmanuel Anison. Bon, Est-ce qu'on rappelle le alors, contexte? Oui. oui, je vous rappelle le contexte d'Emmanuel Anison que j'ai rencontré à plusieurs reprises avec Natacha, sauf une fois, que j'ai eu souvent aussi au téléphone. Et la dernière fois qu'on l'a vue, je crois que c'est aussi la dernière fois où Natacha l'a vue, elles étaient toutes les deux chez moi. Et Emmanuel est venu nous présenter une photo dont je parlerai tout à l'heure. Et quand je les ai raccompagnés à la gare, on a été très clair avec elle. On lui a dit, écoute, fais ton livre, mais nous, on le commentera. On commentera Oui. ton livre. Oui. Et elle m'a dit, oui, ben, pas de problème. Donc, c'est ce que j'ai fait dans. Et puis, quand Oui. elle a eu la gentillesse aussi, c'est quelqu'un que j'apprécie, Emmanuel Anison. Hein, c'est vraiment. Oui. C'est une journaliste mainstream. Quand on parle d'un journaliste mainstream, pour nous, de la complosphère, on a l'impression d'aller voir le zoo, quoi. Mais eux, c'est un peu la même chose vis-à-vis de nous. On a l'impression que c'est les animaux du zoo qui sont venus nous voir. Je dis ça en toute gentillesse. Et bon, on est un peu sur deux planètes différentes pour être Voilà. plus explicite et moins caricatural. Mais donc, c'est personne que j'apprécie avec qui on a de très bonnes relations. Mais on lui avait quand même dit, on fera un commentaire de ton livre, on parlera de ce que tu as écrit. Et elle a dit, mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Quand elle m'a envoyé le livre, parce qu'elle nous l'a envoyé, je crois, à Natacha, à Xavier Poussard et puis peut-être à d'autres personnes, elle m'a dit, j'attends ton retour, j'attends que tu me donnes ton sentiment. C'est ce que j'ai fait dans une lettre ouverte, hein, parce que à Natacha, l'époque, j'étais pas certain qu'on se retrouverait ce soir. Donc, j'ai posté sur mon blog, dans laquelle je lui dis ce que je pense et ce que je vais un peu reprendre ici. Voilà donc pour la présentation de très cette bien. histoire. La Qui Natacha vient de l'a nous rejoindre. Bienvenue Ah, notre Natacha, amie merci Natacha est d'être là, je lui laisse la là. parole et je suis content de la retrouver. Je lui ai parlé il y a une demi-heure, donc je savais qu'elle allait à peu près bien. Bonsoir à Super. tous. Bonsoir. Bonsoir Natacha. Bonsoir. Bonsoir Chloé. Bonsoir Dominique. Alors, Bonsoir excusez-moi, Natacha. j'ai pas pu vous écouter hein, jusque-là. Je viens de rentrer. J'ai une journée assez difficile. Je suis très fatiguée, donc je ne vais pas rester très longtemps. Mais voilà, je tenais à être présente pour remercier tous les gens qui m'ont envoyé des emails. J'en ai reçu des centaines. Je peux pas tous les lire. Je peux pas répondre à tous. Moi, j'ai lu quelques-uns de ces emails. C'est très touchant, Natacha. Ouais. Je remets Très, très l'adresse touchant. mail pour te contacter et pour t'écrire. Oui, alors Natacha@aol.com. ça va prendre des semaines avant que je puisse tout lire et surtout répondre à tout le monde. Alors, ayez un peu de patience parce que là, je suis submergée, je ne peux pas. En tous les cas, je suis vraiment très touchée de votre soutien, de votre solidarité, de vos encouragements. Ça me fait chaud au cœur et puis ça me fortifie, bien sûr, dans la situation extrêmement difficile que je vis. Je te remercie vraiment, Chloé. Je tenais vraiment à te rendre hommage déjà pour tout le travail que tu fais de réinformation quotidienne et puis pour m'avoir soutenue depuis le début, être toujours présente pour moi. Voilà, je te remercie de ta fidélité, de ton amitié, d'être toujours là en cas de besoin, de prendre des nouvelles régulièrement. Merci à toi, Natacha, et merci d'être là avec nous. Vraiment, je suis contente d'avoir fait cette prise de parole pour parler de. Parce que je t'ai demandé avant si je pouvais parler de ta maladie. Tu m'as dit oui. Et je pensais bien que les gens te soutiendraient parce que tu le mérites et tu en as besoin, comme nous tous, quand on est en position de fragilité, on a besoin d'avoir du monde autour. Donc, oui, voilà. et donc c'est voilà.
cette position de vulnérabilité qui fait que le procès a été avancé justement parce qu'ils savent très bien que je ne pourrais pas être présente au tribunal. Ça fait déjà des mois que le président du tribunal de Paris est averti de mon état de santé, puisque je lui avais écrit, j'avais envoyé voilà, des certificats médicaux, un courrier voilà, très explicite. Donc, ils sont au courant déjà depuis longtemps. Et ça ne les a pas empêchés justement de profiter de cet état de vulnérabilité pour avancer le procès, sachant que je ne saurais pas, que je ne pourrais pas m'exprimer, que je serais représentée uniquement par mon avocat, le valeureux maître d'Angléan. Voilà. Ouais. J'ai souvent des messages qui me demandent si tu connais les traitements alternatifs, le CDS, tout ça. Alors, je leur ai répondu que oui. Est-ce que tu veux donner un petit message là-dessus? Ouais. Parce que je reçois énormément d'emails pour me parler de traitements alternatifs, parce que certains s'imaginent qu'une femme comme Natacha Ray n'est pas réinformée sur le cancer. Alors, je plaisante, hein, bien sûr. Alors, bien sûr que je sais qu'il existe plein de traitements différents. Alors, après, on n'a pas de réelles preuves de l'efficacité. Ça peut marcher sur certains et ne pas marcher sur d'autres. Chaque cancer est différent. Il y a aussi le stade qui importe. Donc, il y a plein de paramètres qui font que quelque chose qui va marcher pour quelqu'un ne marche pas forcément pour quelqu'un d'autre. Alors, alors, tout le monde me dit, tout le monde m'envoie les vidéos, les liens de Thierry Casasnovas. Alors, il m'a déjà appelé il y a un bon moment, on a déjà discuté, et il se trouve que je faisais déjà ce qu'il fallait faire. J'ai l'extracteur de jus. J'ai l'extracteur de jus, je fais des jus de fruits et légumes. Je ne peux pas jeûner, par contre, alors je peux faire un jeûne intermittent, je le fais régulièrement, je le faisais déjà avant. Et dans mon état, vu mon état de faiblesse, vu mon poids, hein, je pèse que 45 kilos, même Thierry m'a dit, voilà, ne te mets pas à jeûner comme ça, tu n'es pas Guy Tenenbaum. Alors oui, je connais Guy Tenenbaum, la chaîne Cancer Thérapie, je suis même abonnée. Mais Guy Tenenbaum a fait un jeûne de 42 jours en buvant quand même des jus de légumes. Mais lui, il était en surpoids. Il était, je crois, il était quasiment obèse. Donc, ça l'a fait beaucoup maigrir. Moi, je ne peux pas me permettre, avec en plus l'état de mon système immunitaire, je ne peux pas, comme ça jeûner ou ne boire que du jus de légumes verts crus pendant des mois, comme certains me conseillent. Il faut que, voilà. Alors, je vais pas arrêter, je ne peux pas arrêter la charcuterie, la viande rouge, les produits laitiers, vu que déjà à la base, je n'en consomme pas. Que mon cancer n'est pas un cancer de terrain, comme on en a beaucoup parlé avec les médecins. J'avais une excellente hygiène de vie, une alimentation très saine. En plus, je suis quelqu'un qui mange très peu. Qui se nourrit principalement de végétaux, bio, bien sûr. Alors, je n'ai jamais fumé de ma vie, je ne bois pas une goutte d'alcool, je n'ai jamais pris de drogue. Je faisais de l'exercice physique, de la marche. En fait, c'est un problème hormonal qui a été déclenché par un excès de stress, de contrariété, choc émotionnel. Donc ça, oui, ça déclenche le cancer. Et surtout, mon cancer n'a pas été diagnostiqué à temps. Ça a beaucoup traîné. J'ai eu des symptômes qui sont apparus déjà en 2022. À l'été 2022, j'ai une tumeur qui est apparue et qui n'a été diagnostiquée cancéreuse qu'en septembre 2023. Donc, elle a eu le temps de se propager. Voilà, et j'ai d'autres foyers cancéreux. Voilà, le système immunitaire est touché, et d'autres zones. Et bon, je ne vais pas m'étendre sur les détails. Donc, c'est très, très compliqué. Et tout ce que la médecine a proposé, ce sont bien sûr des traitements déjà très longs, très invasifs et très, très délabrants. C'est le cauchemar total.
Alors, bien sûr que voilà, j'ai commencé en parallèle un traitement de naturopathie. Ça fait des très longues semaines, voire plusieurs mois que je prends de la vitamine C liposomale, bien entendu. J'en faisais déjà des cures avant. Que je prends de la bromélaïne d'ananas, que je prends des gélules de poudre d'amande, de noyau d'abricot, appelée aussi vitamine B17, ainsi que des gélules d'écorce de la patchouli, qui est une écorce d'arbre, des gélules de feuilles de graviola, des gélules d'artémisia. Alors tout le monde me parle de l'artémisia. J'ai travaillé plusieurs années dans le secteur de la santé naturelle, alors je connais forcément. Et puis des gélules aussi de curcuma, de la vitamine D, du zinc, du magnésium. Et bien, même avec tout ça, eh bien, je suis fatiguée du soir au matin, je n'ai aucune énergie. Bah, c'est normal, j'ai un cancer à un stade élevé, j'ai des métastases, je peux pas aller bien, même en prenant tout ça. Donc je voulais le dire aux gens qui m'envoient des conseils avec, voilà, la plus grande bienveillance et qui, voudraient tellement pouvoir m'aider et que je trouve quelque chose pour guérir. Mais on guérit pas du cancer comme ça aussi facilement. Je peux vous assurer que, voilà, c'est très, très, très compliqué. Alors même avec les protocoles médicaux, j'ai, moins de 30 de chances de survie à 5 ans et 70 de risque de récidive. Et puis, beh, si je fais pas ce qu'ils me disent, j'ai de toute façon, quoi, à peine 2 ans, à vivre. Donc de toute façon, mon espérance de vie est considérablement, réduite. J'en accepte, l'idée, je n'ai pas peur du tout de la mort. C'est par contre, j'ai beaucoup plus peur du délabrement physique, de devenir, invalide, de la souffrance, bien entendu. Alors bien sûr que je cherche des solutions pour, essayer de vivre ça le mieux possible. Alors, voilà, c'est pour l'instant ça fonctionne pas. On me préconise aussi de boire du dioxyde de chlore. Alors ça peut être extrêmement dangereux. Moi, je ne m'aventurerais pas à prendre ce genre de traitement. Ça a marché pour certains, certainement, je veux bien croire, mais après il faut faire aussi selon son instinct. Je fais aussi selon mes connaissances, selon mes opinions, et j'ai pas envie de prendre ça. Il y a plusieurs magnétiseurs qui m'ont contactée. Alors, j'ai déjà eu affaire à plusieurs. Ça n'a rien donné du tout. Alors, j'ai rien à perdre à essayer avec d'autres dès lors qu'ils me proposent, leur séance, gratuitement. Mais, je mets pas je à vrai dire, je mets pas beaucoup d'espoir là-dedans. Hem, je suis très croyante, je prie énormément. Si, moi j'accepte, l'idée de mourir. Si Dieu veut me ramener à lui, eh bien, voilà, moi je n'y vois aucun inconvénient. Je voudrais juste éviter voilà, de dépérir dans des souffrances insupportables, de finir en soins palliatifs, voilà ce que je voulais dire. Merci Natacha de nous partager ce moment et ce que tu vis, qui n'est pas facile, et de venir ce soir lors de cette émission. Moi, je suis persuadée que tu vas guérir et je pense qu'on peut prier pour t'aider. Et je pense que tu n'es pas sur Terre par hasard et que tu n'as pas fini ton œuvre. Et avec le soutien de toutes les personnes pour qui tu es une personne chère, qui te tiennent dans leur cœur, dont je fais partie, dont Dominique fait partie, dont Maître François d'Angléon fait partie. On est le nombre et on fera l'égrégore qui fera que ça va bien se passer. Tu me permets de dire quelque chose, Chloé? Bien sûr. Oui, Natacha m'a fait suivre
des mails qu'elle reçoit. Et elle n'ose pas en parler, mais c'est excessivement touchant, excessivement fort. Il y a des messages d'un prêtre, notamment, qui lui a dit des L'abbé choses. Mathieu Salnave, que je salue s'il nous écoute, qui a la chaîne YouTube France Fidèle, à laquelle j'étais abonnée en plus. Donc son message m'a énormément touchée. Qui donne la chair de poule. Ça donne la chair de oui. poule, son message. Oui, c'est vrai. Il m'a écrit des choses extrêmement belles, extrêmement touchantes et extrêmement flatteuses. Donc, je le remercie. Il y a aussi l'abbé Olivier Rioult qui m'a contacté. Je le remercie de son geste très généreux à mon égard. Et il va m'envoyer son livre dédicacé sur Jeanne d'Arc. Donc, voilà, ça me touche profondément. Je crois qu'il y a un autre prêtre aussi qui m'a, je ne sais plus le nom. Donc ceux-là sont des abbés qui ont une chaîne sur YouTube. Donc c'est pour ça que je les connaissais. Est-ce que Natacha, tu veux transmettre un autre message par rapport, je ne sais pas, à l'avancée des procédures, par rapport à ta famille, par rapport à... Alors, je sais pas, j'ai pas pu écouter ce que vous avez dit. Non, mais c'est pas grave. Donc, moi, de toute façon, tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit dans cette lettre. Alors, François sera chargé de la lire au tribunal, la présidente de la 17e chambre, qui quand même condamne des hommes pour des hommes à la prison ferme pour de la simple diffamation, du simple délit de presse. D'après ce que j'ai compris de la vidéo d'Ivan Benedetti, bon, on n'est plus dans un état de droit, on est en dictature. Voilà. Alors, je lui apporte mon soutien. Je ne sais pas ce qu'il a dit, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais en tous les cas, je ne le connais pas. Je lui apporte mon soutien parce que se prendre plusieurs mois de prison ferme pour de la diffamation, normalement, qu'est-ce que vous en pensez, François? Ça me paraît assez excessif, parce que j'ai vu une affaire là, dans laquelle un gars avait pris pas mal de vodka et vers 2-3 heures du matin, il a essayé de tenter de tirer la carabine sur quelqu'un et la personne a pris 2 mois de prison avec sursis. Ah oui, donc oui, on a plus d'ennuis quand on est considéré comme opposant politique. On a des condamnations beaucoup plus sévères que la plupart des délinquants, des agresseurs. Oui, c'est ça. Ouais. C'est la justice de la République. Ouais. Est-ce que tu veux relire ta lettre, Natacha? Est-ce que tu l'as sous les yeux? Non, je ne l'ai pas sous les yeux. Moi, je l'ai. Je peux te l'envoyer. Elle a été publiée. Bon, tu l'as publié en premier. Tu sais, je l'ai écrit d'un G, je me suis même pas relue. J'ai envoyé ça comme ça. J'en avais gros sur le cœur. J'avais envie de m'exprimer. Je me suis même pas relue. J'aurais pu la peaufiner, l'allonger. Puis bon, voilà, ça a été comme ça. Et puis tu l'as publiée. Elle a été reprise par Zoé Sagan, que je remercie aussi. Et elle a été reprise par, je crois, Agora TV ou Agora News. Agora News, Agora TV. Ouais, c'est autre chose, Agora TV. Et puis, elle a été massivement relayée. Ça fait que, comme je le disais tout à l'heure, je me retrouve submergée de centaines d'emails, même dans les spams, ça arrive partout. Est-ce que tu aimerais qu'on la relise ou est-ce que tu préfères pas sur ta chaîne? Moi, je peux la relire. Enfin, je l'ai pas. Moi, je l'ai pas sous les yeux. Je te l'ai envoyé là par télégramme. Alors attends. Tu veux. Regarde. Alors, est-ce que je peux quitter? Tu me l'as envoyé sur Telegram? Oui. Tu peux regarder en même temps. Non, essaye d'aller sur Telegram en même temps. Je pense que c'est possible. Au téléphone, hein? Richard. Tu peux quitter et revenir si tu veux, Natacha. Je ne suis pas sur l'appli. Elle n'arrive pas à trouver la lettre? Non? Quand je...
Non, mais c'est C'est pas peut-être grave. Les gens savent, je peux la... elle est disponible. Elle est Elle a pas envie de disponible lire. sur ton site, elle est disponible sur le Twitter de Zoé Sagan et voilà, les gens l'ont lu. Hein. J'ai confirmation que les gens l'ont lu. Mais voilà, je chargerai François d'Angléan de la lire le 19. Et tout ce qu'il y a à dire est dit dedans. À la limite, il n'y a même pas besoin de... Voilà, François sera là, puisqu'il faut bien que je sois représentée par un avocat si je ne suis pas là, c'est obligatoire. Donc, il aura un pouvoir spécial, mais je peux leur dire de me condamner directement. Voilà, après avoir lu ma lettre, moi, je ne suis pas en état de préparer ma défense. Ça demanderait des heures de travail avec François, qui est à Paris. Voilà, moi, je suis dans un autre département beaucoup plus lointain. Et il ne peut pas venir en ce moment. Je ne peux absolument pas voyager. Je ne peux pas y aller. Et puis, voilà, je n'ai pas envie de me replonger dans ce dossier. De toute façon, les chefs d'accusation sont ridicules, risibles. Il n'y a aucun moment question de transsexualité. On ne me reproche pas d'avoir dit que Brigitte Macron était très certainement un transsexuel. On m'accuse d'avoir dit qu'elle était son frère sous fausse identité et que elle et son frère, en plus, enfin ça ne veut rien dire, s'étaient adonnés à des actes de pédophilie sur Emmanuel Macron. Alors que moi, j'ai parlé de détournement de mineurs. Et où j'ai pris ces sources, eh bien, dans les journaux, puisque tous les journaux en parlaient, puisque moi j'ai des articles où il est écrit noir sur blanc qu'André Ozière a quitté sa femme Brigitte lorsqu'il a découvert sa liaison avec un élève mineur. Donc ça, je ne l'ai pas inventé. Mais les journaux qui ont relayé ça, les biographes qui ont relayé ce détournement de mineurs n'ont pas de poursuite judiciaire. Et moi, j'en ai puisqu'ils veulent faire un exemple et que voilà, ils veulent me condamner pour tout et n'importe quoi, même des choses que j'ai jamais dites, des propos dénaturés, coupés, des choses qui n'ont rien à voir avec le vrai sujet, des choses tout à fait périphériques, on ne comprend pas. Donc voilà, c'est leur manipulation. Ils font la même chose qu'ils ont déjà fait au tribunal de Caen lors du procès Ouzière, pour lequel je n'ai pas été condamnée, puisque la condamnation elle a été annulée, que nous sommes en cassation depuis début juillet, je pense que François a dû en parler, et que nous allons avoir la réponse d'ici quelques mois, puisque j'ai reçu une lettre de la Cour de cassation il y a quelques semaines, pour me dire que mon mémoire allait être examiné. C'est un mémoire de 30 pages qui dénonce toutes les malfaçons, les irrégularités de ce procès qui était truqué, c'est une escroquerie au jugement, comme le dit François d'Angléan. Et donc, nous attendons la relaxe. Et ils savent très bien que comme ils se doutent que je vais être relaxée, il faut aussi avancer ce procès à cause de ça. Donc, il y a mon état de santé et il y a la relaxe qui va certainement arriver si j'en crois mon avocat. Donc, voilà. Donc finalement, c'est peut-être une bonne chose que ce soit avancé pour que la relaxe arrive plus vite. Mais la relaxe, elle n'arrivera pas avant août-septembre, la relaxe la relaxe du tribunal de la Cour de cassation. Ça n'arrivera pas avant ça arrivera après le procès Brigitte. De toute façon, il faut bien se dire une chose, c'est que s'il me condamne, on va bien sûr aller en appel. Et s'il me condamne en appel, on ira bien sûr en cassation. Donc c'est une bataille juridique qui va durer des années. Donc c'est pas demain la veille, de toute façon, que Brigitte Macron obtiendra ma condamnation définitive. Et en attendant, même si je suis condamnée à des dizaines de milliers d'euros ou des milliers d'euros que je ne paierai jamais, de toute façon, eh bien, pourront rien contre moi, ils n'auront rien de moi. Et puis en plus, voilà, il faudra continuer la bataille, payer l'avocat. Et, voilà, eux, ils ont les moyens, moi non. Mais voilà, j'ai le valeureux François d'Angléan oui. qui Je rappelle que pour me soutenir défend. Natacha, si vous voulez l'aider financièrement, c'est PayPal, frais de justice tout attaché. Je vous l'ai mis en bas de l'écran. Oui. Et pour la contacter, Donc, c'est ici. Et c'est vrai que voilà, donc au lieu d'avoir un procès, on en a 3. Donc c'est 3 fois plus de frais, 3 fois plus. Et puis bon, de toute façon, moi je ne pourrais pas être présente.
J'en ai déjà pour au moins 2 ans et demi minimum de protocole de soins médicaux. Et puis, de toute façon, voilà, après, j'ai très peu d'espoir, j'ai très peu de chances de m'en sortir de toute façon. Donc voilà, en attendant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent rien faire, comme je l'ai dit. Là, ils sont coincés, donc ils vont me condamner. Moi, je m'y attends. Xavier Poussard me dit que j'ai toutes mes chances, que je sais pas si sûr que je perde ce procès. Lui, il est beaucoup plus confiant que moi, mais moi, j'accepte qu'il me condamne. J'ai rien. Qu'est-ce que c'est une condamnation sur un bout de papier par rapport à ce que je vis? Qu'est-ce qu'ils peuvent me faire de pire? Ils m'ont rendu malade au point de me déclencher un cancer. Qu'est-ce que je peux avoir de pire que ça maintenant? Attends, il y a peut-être François Danglian qui veut s'exprimer. Oui, on pourrait aussi analyser le livre, là. Dominique pourrait nous donner quelques informations sur le. Je ne l'ai pas lu, moi. On va y aller. Non, mais oui, moi, non, mais j'écoutais ce que disait Natacha. On en parle souvent, hein, on s'appelle très régulièrement. C'est dramatique, mais ce qu'il y a de très positif, et je ne cesse de lui dire, c'est qu'elle est très aimée, quoi. Elle est très, 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 très entourée, et les gens l'ont compris. Natacha. C'est vrai. Non, mais il y a un lien affectif, et c'est très important. On en parlait encore cet après-midi. Il y a un lien affectif, et le cœur a ses raisons que la raison n'a pas, on dit souvent. Et c'est ce qui fait la force de Natacha, c'est pour ça qu'elle est appréciée. Et personne ne la déteste, voilà. C'est très important, et puis elle sait qu'on est là, quoi. C'est qu'on l'entoure, et qu'elle peut compter sur nous avec nos faibles moyens et notre enthousiasme. Mais je pense que le chef de l'État doit l'estimer beaucoup aussi, hein, parce que grâce à Natacha, eh ben, il peut endosser le statut de la victime. Voilà, il est victime. Oui. Ouais. Et on va beaucoup le plaindre. Un psychiatre m'a dit qu'il aimait Alors, beaucoup. je voulais préciser une chose, hein, parce qu'il y a des gens qui disent qu'on pourrait porter plainte contre Brigitte Macron pour détournement de mineurs, que la prescription n'arrive qu'en 2025. La seule et unique personne qui est en droit de porter plainte pour détournement de mineurs ou agression sexuelle, pédophilie, tout ce que vous voulez, même 30 ans après les faits, c'est la victime. Alors, la victime est mariée avec son agresseur et ne portera jamais plainte. Donc, vous pouvez déposer toutes les plaintes, ils n'en ont absolument rien à faire. Enfin, là, c'est vraiment méconnaître le droit que de croire qu'il est possible de déposer comme ça, en tant que citoyen, une plainte pour détournement de mineurs ou pédophilie contre Brigitte Macron. Le seul qui est habilité à le faire, c'est Emmanuel Macron. Voilà. Alors, mais il faut mettre la zizanie dans le coup. Ça va se décanter, la vérité arrive toujours. Vous savez, là, avec tout ce qui s'est passé récemment. Candace Owens, d'ailleurs, on va passer un petit extrait de sa deuxième apparition le 14 mars. Elle a parlé la première fois le 11 mars, et puis le 14 mars, elle a remis une couche. Et puis ensuite, on parle de l'affaire Madame, si tu veux bien, Dominique, si Natacha, tu es d'accord. Vous n'en avez donc pas encore parlé? Non, on garde le meilleur pour la fin. Allez, on regarde Candace Owens. Très bien les amis, nous étions top tendance hier en France. Oui, Candace Owens en France. Une grosse affaire, j'adore. Pourquoi? Pour avoir mené une recherche fondamentale. Une enquête vraiment fondamentale sur les affirmations crédibles selon lesquelles Brigitte Macron est en fait née Jean-Michel Trogneux et a vécu pendant 30 ans en tant qu'homme avant de transitionner en femme. Et devinez quoi? Emmanuel Macron est furieux. Il est très énervé. Regardez ce titre du Daily Mail. On peut y lire « Emmanuel Macron, furieux, s'exprime enfin sur les affirmations selon lesquelles sa femme Brigitte est née homme. » Oh! Il est vraiment furieux. Il est tellement furieux. Que va-t-il faire? Eh bien, je lui suggère de montrer des photos des 30 premières années de la vie de sa femme.
C'est aussi simple que ça. Tant de colère, tant de noms, tant d'insultes, tant d'attaques ad nominem. Aucune tentative de débunkage. Pourtant, c'est si facile. C'est vraiment si facile. Pourquoi est-ce si important? Certains se demandent pourquoi c'est important. Je veux juste vous demander de revenir en arrière. Vous êtes fou pour demander pourquoi quelque chose d'aussi énorme aurait de l'importance. Cela signifierait que la France est potentiellement dirigée par un menteur psychopathe et un pédophile. Telles seraient les implications s'il s'avérait que cette affaire est vraie. Cela signifierait également que l'ensemble de la presse française est impliquée dans la tentative de dissimulation de cet énorme mensonge. Pour quelle autre raison est-ce important? Jetez un coup d'œil à ce tweet écrit par ce ressortissant français. Il se traduit en gros par « La folie, c'est d'avoir fermé les yeux, nous les Français, en 2017. Accepter qu'un enfant vampirisé par un adulte devienne notre chef, sans même se soucier de la morale et de l'éthique, sans même reconnaître que cela est forcément une incidence psychotique sur le bonhomme. » En d'autres termes, c'est très important, parce que, comme je l'ai dit, cela signifierait que la France, très semblable à l'Amérique, n'a pas de presse. Nous n'aurions qu'une extension du gouvernement qui fait semblant de rapporter les informations. Cette fois-ci, les informations sont très crédibles, si seulement ils voulaient en parler. L'histoire ici semble incroyablement crédible. Et je pense que c'est encore plus crédible en raison du niveau incroyable du détournement qui est en cours de la presse française dans son ensemble. La presse grand public attaque. Théorie du complot, débunkage, extrême droite, transphobe, bla 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 bla. Ces tours de magie ne fonctionnent plus. Réveillez-vous. Ça ne marche plus. Nous n'en avons plus rien à faire. Les habitants de tous ces pays en ont assez d'être régulièrement traités de tous les noms alors que vous n'avez aucune preuve du contraire. Et peut-être que la raison pour laquelle des gens comme moi existent et ont une tribune, c'est parce que vous avez menti sur absolument tout. Vous ne cessez de vous faire prendre en flagrant délit de mensonge. Et oui, ils mentent sur tout et ils n'arrêtent pas de se faire prendre. Forcément, les gens se réveillent. Quelle histoire. Alors, elle a été licenciée du Daily Wire, Candace Owens. J'ai essayé de la contacter, elle ne répond pas. Si elle nous entend, elle pourrait contacter Natacha. Je rappelle, pour la contacter, c'est ici, pour peut-être faire une émission avec Natacha. Candace Owens. On pourrait la citer comme témoin au procès aussi, peut-être. Ou comme témoin, peut-être. Ouais. Voilà. Bon, alors ce livre, La ferme Madame. Ce livre. 2 minutes. Alors, avant que Natacha nous rejoigne, oui, mais avant, ce que je disais tout à l'heure, oui, mais avant que Natacha nous rejoigne, oui, mais je disais avant qu'elle nous rejoigne, tout le monde est là. Bon, oui, je suis là. Je disais, virgule, avant que Natacha nous rejoigne, virgule, que on avait prévenu Emmanuel et Natacha et moi qu'on commenterait son livre. On va employer des termes français. Natacha, pour les raisons qu'elle a expliquées, n'a pas lu le livre, donc je m'y colle. Je m'y colle ce soir avec toi, Chloé, et avec nos amis. C'est un bon livre. Hein. Moi, quand on lit un livre et qu'on arrive à la dernière page et qu'on le ferme, on est toujours, si le livre est bon, on est toujours un peu triste d'avoir de quitter l'histoire. Et c'est le cas avec le livre d'Emmanuelle Anison. Le style est très, très, très correct. On voit que c'est une professionnelle. Elle a le sens du récit, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et ce qui fait que on a une bonne impression après on a passé un bon moment. On a passé un bon moment. En ce qui concerne le contenu, parce qu'on peut passer un bon moment, mais après, si on réfléchit un peu au contenu, on se trouve devant une situation qui est assez curieuse avec ce livre. C'est que on s'aperçoit que la forme et le fond se contredisent. Je m'explique. C'est qu'on a l'impression que la forme et tout ce qui est la partie narrative est faite pour plaire à la partie qui va croire qu'il n'y a pas de changement de genre. Et parallèlement, elle donne des faits et de manière très surprenante pour une journaliste conventionnelle qui accrédite la thèse d'un changement de genre.
ou au moins qui souligne les nombreuses zones d'ombre de cette histoire. Donc, on a ce mélange dans ce livre, constamment. Alors, il y a des parties qui sont très honnêtes. Je terminerai par là parce que c'est toujours intéressant. Il y a des parties qui sont, on va dire, carrément malhonnêtes, ou peu honnêtes, ou peu loyales. Et on a toute une série de faits qui mélangent les deux. C'est-à-dire que, je prends un exemple qu'on a vécu ensemble avec Natacha et elle. Elle nous avait donné rendez-vous dans un hall d'hôtel et on discutait. Et au bout d'un moment, il y a une dame qui était là qui nous a paru très suspecte. On pensait à quelqu'un des renseignements. Effectivement, cette femme traînait dans ce hall de manière bizarre et elle s'est rapprochée de nous, s'est arrêtée devant un stand de prospectus et j'observais, et elle n'avait pas du tout l'attitude d'un touriste. Je travaillais pendant des années dans le tourisme et là, bon, on s'est arrêté de parler et quand on était que tous les trois, quoi, et elle, dans ce hall, nous arrêtant de parler, elle aurait dû sursauter ou faire quelque chose. Elle a fait comme si de rien n'était, s'est arrêtée de bouger, elle a compris qu'il y avait un malaise, elle a fait demi-tour et elle est sortie. Les filles Natacha et Emmanuel, je ne sais pas ce qu'elles ont fait, quoi. Si Emmanuel va nous raconter ce qu'elle a fait. Moi, je suis allé voir ce qu'elle regardait, voir si c'était vraiment si intéressant que ça, en fait, des prospectus sans intérêt. Et Emmanuel sort et elle tombe nez à nez avec cette femme qui est derrière le mur, qui était encore en train d'espionner. Et elle raconte exactement cette scène. Pardon. Et elle va conclure, et ça, c'est tout le livre d'Emmanuel Anison, avec un grand rire. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire à cette partie de cache-cache qui m'a fait croire que j'étais dans OSS 117, je ne sais pas le nom du film exactement. Voilà, avec ce côté dérisoire, alors qu'elle raconte exactement ce qui s'est passé et le côté troublant de l'affaire. Hein. C'est ça l'extrait. Alors attends, je vais rechausser mes lunettes. Oui, j'aurais dû te prévenir sur la. Oui, là, je me suis dit, tu parles de ce morceau-là, silencieux. Voilà, exactement. Elle nous, je ne sais pas, voyant, fait volte-face, décampe par la porte d'entrée de l'hôtel. J'avoue, j'ai ri de ce cache-cache absurde, ambiance OSS 117. Enfin, c'est exactement ça. Et tout le livre est un peu un peu comme ça, où on mélange, elle ménage la chèvre et le chou d'une manière un peu curieuse. Elle parle, par exemple, aussi des Bohemians, le club des Bohemians. Alors, je veux bien que le grand public ne soit pas au courant de ce que c'est, mais quand on est dans l'information, on doit en principe… Bon, visiblement, elle tombe des nues quand on lui parle des Bohemians. Elle en fait une description très loyale, il n'y a aucun souci, mais elle termine un peu de la même manière, en prenant ses distances, comme si elle avait peur d'être considérée comme complotiste. Voilà l'ambiance du livre. Il y a 2 ou 3 passages que j'ai trouvé malhonnêtes, ou du moins malhonnêteté par omission. Par exemple, Karine, qui était avec nous au mois d'août, je ne sais pas si tu te souviens, bien sûr que tu te souviens d'elle, avec Natacha, on était tous les 3. Karine avait été au cimetière d'Amiens, elle avait demandé au gardien les archives. Et le gardien lui avait dit, toutes celles antérieures à 1999 ont été détruites. Natacha et Emmanuel partent ensemble à Amiens. Elles retournent au cimetière. Le gardien leur répète exactement la même chose. Ouais. C'est-à-dire que les archives du cimetière d'Amiens, antérieures à 1999, ont disparu. Dominique ? Oui. Oui, c'est Natacha qui parle. Oui, c'est Natacha, Dominique. Oui, donc elles auraient été détruites en 2012 par l'ancien gardien avant de prendre sa retraite, sans aucune raison. Et le nouveau gardien était très choqué de ces faits parce qu'il ne voyait pas d'explication. Alors, coïncidence extraordinaire. Il n'y avait pas eu d'autorisation. Coïncidence extraordinaire, 2012, c'est l'année où Macron rentre à l'Élysée comme secrétaire adjoint de l'Élysée. C'est la même période. Bon. Alors, on ne va pas faire de relation cause à effet,
on note juste que c'est à ce moment-là que les archives sont détruites, antérieures à 1999. Bon, on devait vérifier, on n'a pas vérifié si c'était légal. En tout cas, c'est très curieux. Eh bien, Emmanuel Anison zappe complètement ce passage. Il y a un autre passage aussi qu'elle zappe complètement, c'est l'épisode algérois. Quand elle accompagne son mari en 2017 et qu'elle dit, selon le Point et selon différents journaux, « Ah, j'irais bien visiter la fac, Mohamed, je ne sais plus quoi, et parce que j'y ai étudié. » Or, dans le cursus officiel de Brigitte de Trogneux, il n'y a aucun passage en Algérie. Emmanuel, alors là, c'est pas faute, Natacha lui a dit. Ah oui, on en a parlé très longuement et elle-même n'a très pas longuement. Eh bien, ah oui, elle zappe. Elle zappe. C'est ce qu'on appelle le mensonge par omission. Alors que c'est très plan quand même comme chose. Et puis, alors, encore dernier point assez, je n'ai pas trouvé très réglo, c'est que bon, tout le monde sait, tous les gens qui suivent l'affaire connaissent la démarche de Natacha. Alors, avant que l'affaire n'éclate, quand elle écrit 2 fois à la mairie d'Amiens pour avoir l'acte de naissance sans filiation de Jean-Michel Trogneux. Donc, j'ai le texte sous les yeux que lui envoie que lui envoie la mairie d'Amiens. Elle lui répond, la mairie s'adresse à Natacha, « Cet acte ne se trouve pas en notre possession. On vous invite à vous mettre en rapport avec la mairie de naissance de Jean-Michel Trogneux, qui détient cet acte. » Donc, Jean-Michel Trogneux, d'après ce courrier de la mairie d'Amiens, n'est pas né à Amiens. Eh bien, elle va trouver tout un tas d'excuses un peu alambiquées pour expliquer que ils ne l'ont pas trouvé. Alors moi, j'ai jamais vu ça, une mairie qui ne retrouve pas un acte de naissance, même dans le film, les scénaristes n'oseraient pas inventer un truc pareil. Et ou deuxièmement, eh bien, ils n'ont pas voulu le donner, ce qui est complètement illégal. Et quand ils se sont aperçus que l'affaire a été médiatisée, bien, ils ont bien voulu le donner parce qu'effectivement, il y a 2 journalistes indépendants qui ont réclamé cet acte de naissance, mais a posteriori, c'est-à-dire une fois que l'affaire a éclaté, et à eux, eh bien, on leur a envoyé l'acte de naissance. Mais Natacha a bien fait, elle a gardé ces documents, elle nous les a montrés, elle les a montrés à Emmanuel, je crois même qu'elle les lui a envoyés, moi je les ai, elle me les a envoyés. Donc là, Emmanuel Anison, pof, elle s'appelle. Bon, je trouve pas ça très fair-play. Mais, il y a des passages qui sont terribles, qui sont étonnants d'honnêteté ou de réalité. Alors, je vais passer sur plein de petites choses qui sont quand même à mettre au crédit de ce livre et d'Emmanuel. C'est la présentation de l'affaire. Pardon ? C'est baroque, quoi. Extraordinaire, cette histoire. Ah oui, mais pour en venir au livre, parce que moi je ne m'occupais que du livre d'Emmanuel Anison, c'est ce que je disais à Natacha. Natacha, il n'est pas terrible contre vous, loin s'en faut. Et donc, elle fait une présentation sur les 20 premières pages qui est tout à fait conforme à ce qu'on aurait pu faire, quoi. Pour quelqu'un qui ne prend pas parti, qui observe et qui en parle d'une manière tout à fait neutre. Et là, il n'y a vraiment rien à dire. Elle dit des choses gentilles sur Natacha, alors pas toujours, hein, des fois elle la fait passer pour un peu perché, mais elle dit aussi des choses qui sont aimables. Alors elle dit exactement, elle est féminine et elle est ce qu'on appelle une jolie fille, texto. Bon, je trouve que c'est ça. Elle dit que c'est une fille cultivée, curieuse de la vie. Il y a des passages qui sont quand même, bon, c'est pas. C'est la réalité, hein. Oui, mais on ne la met pas sur un piédestal, ce qui n'est pas son rôle non plus. Mais bon, c'est pas méchant, quoi. Elle avoue aussi que alors on va pas employer un mot, le mot dièse Jean-Michel Trogneux a été déférencé sur X, Twitter, ce qui, bon, c'est bien de le rappeler, hein, parce que c'est une réalité. Elle parle aussi, alors elle cite Natacha, mais sans la reprendre,
on va dire, de tous ces personnages, qu'ils soient ministres, mais de la Macronie, et qui ont des problèmes de justice et qui continuent de parader comme si de rien n'était. Elle ne contredit pas, ce serait difficile de le contredire d'ailleurs. Et elle évoque aussi ce dont vous parliez tout à l'heure, toi, Chloé et Natacha, c'est la différence d'âge. Elle ne balaie pas du tout ça, elle en parle très volontiers. Et surtout, elle convient qu'il y a une chape de plomb qui recouvre tout le passé de Brigitte. Et ça, elle le dit, elle emploie le terme, chape de plomb. Donc, c'est quand même, par rapport à tous ces confrères, ces tristes confrères de la presse conventionnelle et des médias qu'on connaît, et qu'on suit le moins possible, eh bien, c'est un énorme progrès. Voilà. On parle du témoin de mariage. Pardon de te couper parce qu'il nous reste. Ah oui, alors laisse-moi finir. Parce qu'on a encore combien? Parce que moi j'ai encore 5 minutes. On a 6 minutes encore, mais bon, je vais me dépêcher. On va étendre. Oui. Alors je vais me dépêcher parce que je voudrais finir en apothéose, si tu permets. Okay. Elle a quelque chose aussi de très honnête. Prends ton temps, Dominique. Oui. Quelque chose de très honnête et que j'ignorais, je pense que Natacha aussi l'ignorait, Xavier Poussard, que j'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps, l'ignorait aussi, c'est que c'est Jean-Louis Auzière, donc l'oncle du très fantomatique André Auzière, mari de madame, qui parle et qui dit j'appelle Brigitte, elle répond. Elle me dit qu'elle va m'envoyer son livret de famille, ce qu'elle a fait. C'est Jean-Louis Auzière qui parle. Je lui avais aussi demandé de certifier par écrit. Oui, c'est ça. Par écrit que c'était bien elle. C'est la photo 2. Oui, la photo 2, pardon, c'est celle-ci. Ouais. Voilà, exactement. Elle m'envoie une copie de son livret de famille, ce qu'elle a fait. Je lui avais aussi demandé de certifier par écrit que c'était bien elle sur la photo de mariage de 1974 avec André, ce qu'elle n'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. Ça, Emmanuel Anison n'a pas peur de l'écrire. Et c'est tout à son honneur. Allô, tout le monde est là? Oui. Brigitte Macron n'a pas certifié que c'était elle sur la photo de mariage. Et voilà, elle a oublié, on va dire. Elle a oublié de le faire. Emmanuel Anison l'écrit. Elle a oublié. Et d'ailleurs, ça a été le personnage de Brigitte a été légendé Brigitte Macron et non Brigitte Trogneux. Effectivement, on en avait parlé. Sur le document en justice, oui. Sur le document en justice, oui. Étonnant, hein? C'est vrai. Oui. Et alors, Chloé, tu me parlais du témoin de mariage, c'est la photo 3 que je t'ai envoyée, c'est l'extrait, la page, voilà, c'est celle-là. Et là, on est avec Natacha. Emmanuel nous dit, bon, j'ai quelque chose à vous montrer, je ne peux pas vous l'envoyer, je veux vous le montrer. Et donc, on va la chercher à la gare et on déjeune ensemble et elle nous montre cette photo de Brigitte Trogneux qui est témoin de mariage d'une jeune femme et d'un monsieur. Et c'est vrai que cette photo nous interpelle, on va être très franc, on reste un peu scotché et très bien, ça ne résout rien, ça complique tout. Et là, Emmanuel va nous dire, avec honnêteté, et elle l'écrit dans le livre, je demande à cette femme si elle avait été invitée au mariage de son témoin, parce que le mariage de cette femme est en 1976. On rappelle que le mariage de Brigitte Trogneux est en 1974, donc 2 ans avant. Donc Emmanuel dit, est-ce que vous étiez au mariage de 1974? Et la femme répond, non, elle n'était pas mariée. Et alors que non seulement elle était mariée, mais elle avait eu déjà un enfant, Sébastien Auzière. Alors attends, Sébastien, on va le montrer, parce que je ne l'ai pas loin. Tu ne l'as pas loin? Donc c'est quand même, voilà, c'est à l'époque, on est en 76, donc il est né en 75, il a 1 an ou quelques mois. Donc pas marié et sans enfant. Et elle dit, non, il n'était pas marié. Elle n'était pas mariée. Elle était venue seule au mariage. Le mariage. Alors, un témoin de mariage, on est au courant qu'il est marié ou pas, et on est au moins au courant qu'il a un enfant ou pas.
Donc, témoin très, 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 très curieux. Dominique, Oui. vous pouvez décrire Brigitte sur la photo. Enfin, Brigitte, c'est, Oui, alors, elle ressemble beaucoup à vous savez, la photo la plus ancienne dont on dispose d'elle à l'âge adulte. Vous savez, avec la photo dans la forêt, là, avec la pardon, veste. c'est pas la photo de mariage. Non, non, tu l'as pas, voilà. On ne l'a pas, nous. Ah. On ne l'a pas, personne ne l'a, il n'y a qu'Emmanuel qui l'a. Donc, Mais elle est témoin de mariage à l'église, elle est habillée en homme, elle a une veste d'homme, elle a des épaules carrées, quand je l'ai vu, elle a une chemise c'est d'homme. Gérard Depardieu en mince. Voilà. C'est Gérard Depardieu dans Les Valseuses, quoi. Voilà, c'est ça. Mais en mince, en plus mince, pas costaud. Il était mince. Ouais. Oui, mais plus mince encore, en plus mince. D'accord. Voilà, côté très masculin, quoi. Cette personne qui est présentée comme Brigitte Trogneux nous a paru très masculine. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Mais même Emmanuel ne disait pas le contraire. Elle disait que oui, elle était extrêmement et estomaquée. Oui. Et alors, est-ce que c'était Brigitte Trogneux? Bon, ça a été présenté comme Brigitte Trogneux. Après, nous, moi, je crois que. Pardon? Est-ce qu'elle en parle dans le livre de cette attitude? Elle en parle, bien sûr, elle en parle, c'est à la fin. C'est à la fin, c'est dans les dernières pages. Elle dit qu'elle nous la présente et que c'est vrai qu'on est un peu stupéfait. Hein, faut dire ce qui est. On ne connaissait pas. Oui. Et alors, elle dit que je penche pour la thèse d'hermaphrodisme, chose à laquelle je n'ai jamais pensé. Bon, c'est possible, mais c'est pas. Je ne lui ai pas dit. Moi, j'y ai pensé. Oui, j'en avais parlé. Voilà, mais c'est pas quoi. En tout cas, c'est pas moi. Mais bon, c'est pas grave. Et une chose est certaine, c'est que cette photo nous a troublés. Bon, écoute, s'il nous reste 2 minutes, je voudrais quand même finir par le point. On continue et on va au bout. Voilà, justement, la date de naissance, la date de Louis. Alors, oui, je lis ça, parce que comme je te disais, ça se lit très bien. Donc, je l'ai attaqué à 5 heures, et puis là, il doit être 11 heures, parce que j'ai eu, je pense, Natacha à un moment au téléphone, où j'ai eu une longue conversation, j'étais au téléphone avec quelqu'un, et il doit être 11 heures, je lis ce passage. Je le mets Pardon? C'est la photo numéro 4. Oui, voilà. C'est la photo numéro 4 et ça commence, c'est Jean-Louis Ozière, donc l'oncle, qui parle d'André et qui nous dit « C'est un neveu, mais par un jeu de décalage de génération, ma mère m'ayant eu très tard, je suis de la même génération que lui. On est né à 1 an d'intervalle, moi en 1942, alors là j'ouvre une parenthèse, jusqu'à maintenant, on nous avait toujours dit qu'il était né en 1943. Je le mets juste ici, l'acte de naissance où on voit le 43 voilà. De Jean-Louis Ozière. La date de naissance officielle de Jean-Louis Ozière. Donc là, il dit qu'il est en 42, né en 42, ouais. Voilà. Et lui, donc André Ozière, le mari supposé de madame, en 1941. Donc là, Natacha nous a envoyé, je pense qu'elle te l'a envoyé aussi. L'acte de naissance d'André Louis Ozière. Ouais. Je ne sais pas si on le voit, c'est un peu petit, mais c'est 1951 officiellement. 1951, ce qu'on nous avait toujours dit. Et alors, quand je vois ça, je sursaute, parce qu'il faut bien comprendre, parce que j'en parlais à un de mes cousins qui avait du mal à voir le problème. C'est qu'on a 2 enfants. On demande des souvenirs d'enfance avec quelqu'un dont on est proche ou séparé que d'1 an. On a les mêmes jeux, on a les mêmes souvenirs, on a effectivement des souvenirs communs. Avec quelqu'un qui a 8 ans d'écart, parce que s'il est né en 43 et l'autre en 51, quand on est enfant, quand l'un a 6 ans et l'autre 14 ans, on n'a pas de vrais souvenirs ensemble. On est dans 2 mondes différents. On ne dit pas on a 1 an d'écart. Donc j'appelle Emmanuel en lui disant qu'il y a une énormité, page 110, avec cette histoire. Et je lui dis, soit c'est la narration qui est sujette à caution, ce qui est embêtant, soit c'est ce que dit Jean-Louis Ozière, et à ce moment-là, il n'a plus aucune crédibilité. Il était tard, Emmanuel me répond le lendemain, je vérifie, je te tiens en courant. Je vérifie si j'ai bien retranscrit mes notes, et je vais vérifier avec les enregistrements pour voir si c'est bien ce qu'il a dit.
Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais Emmanuel Anison a aujourd'hui des impératifs très légitimes et je comprends parfaitement et on comprend tous, pour ceux qui connaissent les impératifs d'Emmanuel Anison, qu'elle n'ait pas eu le temps de le faire. Mais on la connaît suffisamment pour savoir que si elle a dit qu'elle le ferait, elle le fera. Donc, la situation, je résume pour que ce soit très clair. Soit Emmanuel Anison s'est trompée dans sa narration, c'est-à-dire qu'elle fait parler Jean-Louis en reprenant des propos qu'il n'a pas tenus. Bon, ça serait étonnant de la part d'une professionnelle comme elle, mais personne n'est à l'abri d'une erreur, personne n'est à l'abri d'une faute, et à ce moment-là, ça serait la sienne. Deuxième possibilité, Jean-Louis lui a bien dit ça, mais Jean-Louis perd les pédales. Je ne veux pas l'insulter, mais Jean-Louis ne se souvient plus très bien, ou Jean-Louis raconte des histoires, ou peu importe. Et à ce moment-là, c'est tout le récit de Jean-Louis Auzière qui est sujet à caution. Et donc, aucune crédibilité pour tout ce que peut dire ce garçon, qui est quand même le plus bavard au sujet d'André Auzière, du fantomatique mari. Et qui m'a traîné en justice et qui s'est exprimé. Et qui a traîné, voilà, Natacha en justice et que Natacha a eu le plaisir de rencontrer. Et le plaisir, oui, bien sûr, est ironique. Il a témoigné sous serment. C'est très grave oui. Si il n'a pas dit la vérité. Voilà, en plus. Et troisième hypothèse, c'est que ce que Jean-Louis a dit est vrai, mais avec les actes de naissance qu'on a montrés, ça paraît peu probable, et c'est que tout a été bidonné depuis le départ. Et à ce moment-là, ça remet en cause l'existence d'André Auzière. Et si ça remet en cause l'existence d'André Auzière, la question qui se pose, qui sont les enfants Auzière? Qui est le père des enfants Auzière? Et donc, c'est toute l'histoire, toute la belle histoire, tout le beau narratif qui est remis en cause. Donc, on attend avec impatience, et je sais qu'elle le fera, les recherches. Elle m'a dit, j'ai 6 heures d'enregistrement, c'est énorme. Elle a, pour les raisons qui lui appartiennent, elle n'a pas matériellement, elle en a écouté une partie, mais pas tout. Et on en a parlé avec Chloé. Si elle fait ses recherches et elle dit, c'est moi qui me suis trompée, elle nous le dira. Et Chloé t'a proposé, mais moi je l'inviterai volontiers pour qu'elle remette les pendules à l'heure. Pour qu'elle rectifie. Voilà, en disant, voilà, ouais. Toutes les hypothèses avancées par Dominique Drouin sont fausses, sauf la première, celle dans laquelle il dit que j'ai pu me tromper, et c'est effectivement le cas. Si c'est le cas. Est-ce que c'est clair? On aura. C'était clair, maître? On aura maître, est-ce que c'était clair ce que j'ai exposé ou pas? Parce que c'est important cette affaire. Écoutez, ce qui va être clair, c'est qu'on va citer comme témoin Jean-Louis Auzière devant la 17e correctionnelle, donc on pourra entendre et recevoir ses explications. Hein, en espérant qu'il maintienne ce qu'il a dit à Emmanuel. Ben oui, on va lui demander de venir témoigner, on va lui délivrer une citation à témoin. Comme ça, non, parce qu'on avait un autre témoignage d'André Auzière, alors lu dans la presse, et puis c'est pas moi qui vais dire du mal des médias mainstream, surtout pas chez toi, Chloé. Non, on a eu un message d'André Auzière disant « Moi, j'ai très bien fréquenté Brigitte Macron jusqu'à la fin des années 80, c'est-à-dire à l'époque où elle est supposée être à Strasbourg. » Et donc, on soulève ça auprès d'Emmanuel, qui le questionne et qui dit « Mais moi, j'ai jamais dit ça, c'est les journalistes qui ont raconté n'importe quoi. » Ben, ça, c'est pas dans le livre. Hein. Bon, donc, j'espère qu'Emmanuel Emmanuel Anison a conservé précieusement ses enregistrements. Et puis, eh bien, si elle s'est trompée, ben, c'est très bien. Emmanuel Anison reconnaît sa faute. Qui ne s'est pas trompé dans la vie? Qui est irréprochable? Personne. Elle reconnaît son erreur. Très bien. Si elle ne s'est pas trompée, si elle a retranscrit ce que lui a dit son interlocuteur, eh bien là, ça pose de sérieux problèmes sur la validité de la thèse officielle. Et voilà à peu près ce que je voulais te dire, chère Chloé. Merci beaucoup, Dominique, pour ton
ta lecture attentive et ton rapport tout à fait scientifique et fidèle à ce que tu as lu. Je le conseille, je le Chloé. conseille. Mhm. Je le conseille. Et Natacha, je lui conseille depuis un moment, mais bon, elle a d'autres priorités, elle aussi. Oui, et j'ai d'autres Alors, choses. Natacha. Moi, j'ai tellement d'autres choses à lire que ça. Mais Oui. j'ai eu Emmanuel, bon, il n'y a pas très longtemps, je l'ai régulièrement au téléphone, et donc je lui ai posé la question, et elle me dit ah, mais pourtant, il me semble bien que Jean-Louis m'a dit on est de la même génération, on n'a qu'un an d'écart. Elle me dit ça m'étonne. Alors bon, elle m'a dit qu'elle allait vérifier, elle devait me donner la réponse ce week-end, mais bon, elle a été empêchée apparemment. Mais dans ses souvenirs, il lui avait bien dit ça. Incroyable cette histoire. Eh bien, cela montrerait que notre Jean-Louis Auzière ne sait plus très bien ce qu'il dit. Et non, mais attends, pas de procès d'intention, on va attendre. On va attendre le verdict d'Emmanuel On Anison. verra. D'accord. Eh bien, alors, on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de verdict de ce que Emmanuel Anison a vraiment entendu de la bouche de Jean-Louis Auzière. On verra ça. Elle est entendue quand à la cour d'appel de Caen, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Oui, vous l'avez rencontrée. Vous l'avez rencontrée, elle parle de vous dans son livre, hein, maître. Ah non, je n'ai pas fait attention. Oui. Ah si, elle parle de vous. Qu'est-ce qu'elle dit elle ne peut pas en dire du mal, Natacha. Elle en dit non, elle en dit du bien. Elle dit que elle parle de votre bain de pied avec Natacha dans la baie de Somme ou je ne sais pas où. Ah oui, mais ça c'est privé. Mais ça c'était quelque chose de privé que je lui ai dit. Pourquoi elle le raconte dans le livre? Je vais pas. Ah mais oui, mais vous savez, les journalistes, il ne faut rien leur dire de privé. Non, mais c'était sympa le passage, votre passage. C'était un passage sympa. Voilà, ça fait partie des petites anecdotes qu'on aime lire dans un livre de ce type. Et non, elle dit du bien de vous. Elle est pas méchante. C'est pas quelqu'un de méchant, hein, Emmanuel Anison. Donc, moi, je l'ai rencontré aussi. Je crois que tous les quatre, on l'a rencontré, Emmanuel, et elle nous a posé des questions. Et effectivement, moi, j'avais eu l'impression qu'elle était plutôt encline à croire la version de Natacha, à savoir que ce n'était pas tout à fait la vérité qui était officiellement dite. Et j'avais l'impression que c'était pas tellement une histoire de croyance, c'était plutôt une vérification qu'elle avait opérée auprès de Natacha et auprès des personnes qui l'entourent pour vérifier qu'effectivement, il y avait des incohérences. Et puis, en tout cas, moi, je ne savais pas qu'elle avait ce projet d'écrire le livre. Je sais qu'on avait parlé plusieurs fois et j'avais l'impression justement que c'était pour une fois une journaliste. Elle voulait écrire un article au départ. C'était un article. Exactement. Oui. Et l'Obs a dit non, ça ne nous intéresse pas. Au bout de 6 mois, l'Obs a dit ça ne nous intéresse pas. Donc elle s'est dit j'ai travaillé pendant des mois, on va faire un livre. Et elle a trouvé un éditeur. Il avait été même question d'un documentaire. Elle m'avait filmé de dos à plusieurs reprises lors de nos pérégrinations à Amiens. Et puis, bon, voilà, après, elle a décidé de faire un livre parce que c'est un documentaire, c'est trop fastidieux, trop coûteux, etc. Et puis, moi, en plus, je voulais pas apparaître hormis de dos, donc ça lui posait problème. Donc, voilà. Bon, mais il ne reste plus qu'à faire un film, alors. Ah, mais ça, c'est dans les années à venir, à Hollywood. Ouais. Je pense Qui jouera le rôle de Jean-Michel Trogneux. Hollywood va s'occuper de cette affaire. Moi, Hollywood va y mettre son grain de sel. Je suis citée aussi, Dominique, hein, tu m'as dit. Oui, alors c'est assez neutre. Écoute, non, mais c'est pas important. Ça fait pas. Non, et puis c'est assez bref. Si Chloé Framery attends, voilà, je tombe. Alors. À propos de Natacha, elle continue pendant ce temps à donner des interviews aux youtubeurs Mike Borowski et Chloé Framery. Je ne suis pas youtubeuse depuis 3 ans, Emmanuel. YouTube a coupé ma chaîne depuis plus de 3 ans. Je ne suis pas youtubeuse. Ah, c'est dingue. J'ai 11 réseaux, mais pas YouTube. Bon, enfin, tu veux faire un démenti? Ben, je vais faire un démenti officiel. Je ne suis pas une youtubeuse. Le Canard enchaîné m'avait déjà appelée youtubeuse. Quelle insulte. Non, non, j'étais strikée en bonne et due forme sur le carnaval des libertés
en mars 2021 à Annecy. Je m'en souviens très bien. C'était à 11h30 du matin, le 6 mars 2021. Plus de chaîne YouTube. Voilà. Donc, Emmanuel, on va discuter toutes les deux parce qu'il y a 2-3 petites choses que tu n'as pas l'air de bien savoir, malgré tes grandes recherches. Ouais. Bon, mon cher, est-ce que Dominique, tu as d'autres pépites à nous livrer? Non, il faut que les gens lisent ce livre. De toute façon, et l'acheter en librairie plutôt que sur des plateformes. Plutôt que pour sur faire Amazon. vivre nos libraires. Voilà. Oui, non. Ah, je voulais rajouter une petite chose pour une note. Natacha. Oui, une note d'humour. Dominique m'a dit qu'à un moment, il y a un passage où elle parle de moi qui arrive au tribunal de la cour d'appel à Caen, et elle dit elle tire derrière elle sa petite valise rose. Alors là aussi, je l'ai appelée pour rectifier parce que j'ai jamais eu de valise rose de ma vie, donc c'est une valise beige mais pas rose. Voilà, donc bon, ça c'est le petit clin d'œil. Merci, Natacha. Voilà, c'est pas très grave en soi, mais non, voilà. mais c'est faux. Emmanuel n'a vraiment pas le sens de l'observation, du détail, et voilà, c'est dommage pour une grande reporter. Ça décrédibilise un peu. Mais bon, elle a sûrement des bonnes raisons, elle nous expliquera ça, j'espère, dans une émission. Alors voilà, le coup de la valise rose, c'est une fake news. C'était ça l'histoire. L'affaire Madame, l'histoire d'une fake news, c'était l'histoire de la valise rose. Alors, il me fait de mettre l'affaire de la dame à la valise rose. Et voilà. Par contre, l'homme à la cravate rose existe bel et bien. Vous saurez aisément le retrouver. Il suffit de regarder les photos de son mariage avec notre amie Brigitte. Il y avait une cravate rose. Ah bon? Oui, une cravate rose. Alors attends, on va regarder ça. Oui. La photo de mariage, il y avait une cravate rose. Alors, voilà la version. Non, celui de 87, de 2007. Le mariage de 2007. 2007. Alors celle-là, j'ai hésité à la charger, mais avec les cornes sur le gâteau, sur la pièce montée. C'est pas cette photo. Non, mais voilà, c'est ce mariage-là, mais c'est pas cette photo. C'est la photo où c'est une photo en couleur, donc on voit la cravate rose en soie. Il y a une vidéo surtout. C'est particulier. Ouais, d'accord. Ouais. Moi personnellement, je m'habille jamais en rose. Voilà. Eh bien, ça serait un deuxième livre. Dominique, si on parle chiffon, je m'en vais. Non, Dominique, sur ton blog, tu disais que ce livre méritait une suite avec un tome 2, L'affaire Monsieur. Je te laisse terminer le titre. Non, j'ai terminé ma lettre à Emmanuel avec une boutade en la félicitant pour l'affaire Madame. Le jour où la première dame est devenue un homme, on imagine que c'est le tome 1, on attend le tome 2, l'affaire Monsieur, le jour où Jean-Michel est devenu une femme. Mais bon, c'est une petite boutade. Bon, à suivre. Mes amis, je vous remercie d'être venus dans cette émission qui s'est improvisée en une journée et qui était très attendue. Je remercie Natacha. D'ailleurs, je te laisserai le dernier mot, Natacha, si tu es d'accord. Je remercie tout le monde, toutes les personnes qui nous ont suivis et pour le soutien que vous apportez à Natacha. C'est très précieux. Merci à vous trois et merci à vous tous. Natacha, je te laisse le dernier mot. Je ne peux que terminer en remerciant encore une fois tous les gens qui m'envoient leur soutien, leurs messages, leurs encouragements et leurs conseils aussi. Voilà. Je vous remercie du fond du cœur. Merci de votre aide. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? À bientôt. On se tient au courant. À bientôt. Je vous répondrai, voilà, un peu de patience, je vous répondrai personnellement à tous, mais il va me falloir du temps. Et je pense que les personnes comprendront que tu ne leur réponds pas forcément, puisqu'il y a énormément de messages que tu reçois. Oui. Merci à vous trois, merci encore. À bientôt, merci, au revoir. Et au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt, Chloé. Au revoir.